un photographe de mode devient un photographe d'architecture? Comment un juif séfarade d'origine marocaine de Casablanca devient un éminent spécialiste des synagogues de toute l'Europe ashkénaze? C'est ce que nous allons découvrir avec cette rencontre de David Abitbol qui sort un magnifique ouvrage intitulé Les synagogues de l'exil aux éditions Messenger. Et vous verrez que ce n'a pas été une aventure facile. 32 000 km sur les routes parfois improbables d'Europe centrale et orientale, 52 synagogues dans ce magnifique ouvrage qui alterne photographie d'art avec des textes très instructifs, prétexte à découvrir non seulement la vie des communautés passées et présentes en Europe, mais aussi des détails d'architecture et des anecdotes très savoureuses sur ces communautés. David Abitbol, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes-vous lancé dans ce projet incroyable? Et si je crois le savoir, tout seul? En effet, j'étais tout seul sur les routes. Juste pour la petite histoire, tous mes amis voulaient me rejoindre et je prétextais toujours quelque chose parce que je voulais rester imprégné dans mon voyage, dans la découverte. Écoutez, pour mon métier, j'ai beaucoup voyagé. Et quand j'étais dans les pays, que ce soit en Hongrie ou en Finlande... Votre métier qui était la mode? Qui était essentiellement la mode, voilà, essentiellement. J'ai fait aussi du reportage, mais essentiellement la mode. Quand j'étais dans ces pays, tout naturellement, je me rapprochais de la communauté et de la synagogue. Et à chaque fois, je voyais cette architecture et je découvrais ces synagogues qui étaient remarquables. Et j'ai toujours eu l'idée de garder ce souvenir. Et à un moment donné, plus j'avançais et plus ce projet me tenait à cœur. Et il fallait absolument que je le fasse. Et il y a 3 ans, j'ai tout arrêté. Et d'abord parce que je ne voulais plus faire ce que je faisais et que c'était le moment d'entreprendre cette aventure exceptionnelle. Quel a été votre parti pris? Un parti pris esthétique, historique? Est-ce que vous vouliez que tous les pays... Par exemple, j'étais très surprise de ne pas trouver la Pologne dans ce livre. Vous savez, quand on rentre dans une synagogue, on fait une prière. Et ça commence par « Quelles sont belles tes demeures, ô Israël, belles tes tentes, ô Jacob ». Et en fait, j'ai privilégié réellement l'esthétique. Voilà, je voulais faire des synagogues qui étaient très belles, qui avaient vraiment un aspect très intéressant en termes de couleurs, d'architecture, d'histoire, d'ancienneté. Donc un parti pris esthétique avant tout. Par exemple, pas de synagogue polonaise. Parce que, excusez-moi, parce qu'il n'y en a pas. Il y en a. Elles sont contemporaines et celles qui étaient avant la triste époque de la Shoah, elles sont quasiment toutes détruites ou en ruine et visuellement qui n'apportaient pas grand-chose. Donc j'ai réellement pris ce parti de photographier que des synagogues qui, dans l'œil du photographe, qui parlaient. Voilà, c'était pour moi l'essentiel. Un regard esthétique avant tout donc, mais aussi des informations passionnantes, une page en général sur l'histoire de la synagogue et de sa communauté, que vous avez écrite avec la complicité de Bérénice Foussard-Nakache. Qui est une fille extraordinaire. Quand je vous disais tout à l'heure que tout s'était bien passé, en fait, à la toute base, je devais faire qu'un livre de photos et de donner 2-3 informations sur l'année, l'architecture, l'architecte. Et dans mes voyages, je revenais toujours avec ma voiture emplie de cartons de documentation. Et quand j'ai commencé à écrire, en fait, c'était une évidence qu'il fallait que je parle de la communauté. De la communauté de quand elle est arrivée dans le pays jusqu'à la construction des synagogues. Et j'ai eu un bonheur, une chance de rencontrer Bérénice Foussard-Nakache, qui est une fille talentueuse, qui a su donner une émotion. Et elle a fait un travail remarquable et jamais je la remercierai assez d'avoir été avec moi dans cette aventure. Donc il y a l'œil du photographe, l'esthétique avant tout. Est-ce qu'il y a une synagogue que vous avez trouvée particulièrement belle? Alors, si vous voulez, chaque fois que je découvrais une synagogue, je la trouvais belle. Alors, c'est sûr que, au vu de tout ce que j'ai découvert, ça serait un petit peu pour moi trahir les autres synagogues si j'en citais qu'une. Mais, si vous voulez, j'étais partagé entre les émotions de la beauté
et l'émotion d'une synagogue qui est en train de disparaître, notamment celle de Vercelli, qui est entre Turin et Milan, qui est une synagogue fabuleuse, tellement belle, toute de style mauresque, mais qui aujourd'hui est en disparition. Alors, bien sûr, elle est encore là, mais elle n'a plus du tout de fonction de synagogue. J'ai été émerveillé par une synagogue à Casale Monferrato qui est toute dorée. Il n'y a pas 1 centimètre qui n'est pas décoré. C'est du théâtral, c'est le rocco-barocco qui est typique à l'architecture italienne, qu'on retrouve à Venise, qui ont tout un aspect théâtral avec des tentures rouges, du doré partout. Et donc cette synagogue elle m'a vraiment marqué, d'abord parce que je raconte des petites histoires dans le livre de chaque synagogue, c'est qu'elle a été construite par un architecte ami de la communauté, mais qui n'était pas très professionnel. Donc la synagogue n'est pas symétrique. Comme la tour de Pise, elle est de travers. Voilà, écoutez, comme certaines imperfections, mais celle-là particulièrement, parce que je me suis retrouvé à la photographier, et puis dans mon retour visuel, j'étais pas cadré et j'arrivais pas à comprendre. Et puis, quand je l'ai vue, j'ai dit, elle n'est pas symétrique. Mais c'est une synagogue qui est magnifique. Une qui vous plaît beaucoup, sans faire de cocorico, c'est quand même la synagogue de la Victoire à Paris, la grande synagogue. Pourquoi la synagogue de la Victoire vous plaît tant? La synagogue de la Victoire est très emblématique parce qu'elle raconte aussi ce judaïsme français qui était très fort après l'émancipation. C'est la synagogue qui est typique du Second Empire, qui est Napoléon Ier a donné l'autorisation de construire cette synagogue, et elle a été faite avec l'influence de Napoléon III, qui est les influences haussmanniennes. Donc c'est une synagogue en pierre, avec tous les détails, avec des touches de mauresque, des touches de byzantin. Et donc, de son architecture, pour moi, c'est la plus représentative et la plus belle. Et de son histoire aussi, parce qu'elle a une histoire fabuleuse. C'est la synagogue des Rothschild, avant qu'elle soit appelée la Victoire. Enfin, on l'appelait la Rothschild Schule, parce que c'est la famille Rothschild qui a énormément participé à l'essor du judaïsme dans toute l'Europe. La famille Rothschild a rayonné sur toute l'Europe. Et aussi, elle est absolument grandiose. C'est une synagogue cathédrale, donc représentative du juif israélite, qui veut un peu se fondre dans la société d'influence chrétienne. Oui, complètement. Et pourtant, on ne pourrait pas deviner ce côté grandiose quand on la voit de l'extérieur, puisque l'impératrice Eugénie, donc la femme de Napoléon III, était très antisémite. Absolument. Et elle a tout fait pour que l'entrée principale ne se fasse pas sur la rue... sur la rue de Châteaudun. La rue de Châteaudun. Voilà, elle ne voulait pas que ce soit trop visible. Elle ne voulait pas que ce soit visible, d'une part, et surtout, comme il y avait l'église de la Trinité pas très loin, pour elle, c'était inconcevable que les fidèles juifs se croisent avec les fidèles catholiques. Il y a Notre-Dame de Lorette, encore plus près. Et plus Notre-Dame de Lorette. Et d'une manière générale, elle ne voulait pas que ce soit trop ostentatoire. Donc c'est pour ça qu'elle a imposé que l'entrée de la Victoire soit la rue de la Victoire. En France, c'était l'usage que les synagogues s'appellent par le nom de la rue. Toutes les synagogues en France ont le nom de la rue. La rue Buffo. Voilà, et puis la rue Tournelle. La synagogue des Tournelles a connu le même profil malheureux que la Victoire, parce que l'entrée devait être place Royale, qui est aujourd'hui place des Vosges, et en fait, elle a été sur la petite rue des Tournelles, et c'est pour ça qu'on l'appelle les Tournelles. Et donc, c'est représentatif parce que toutes les synagogues, à travers les siècles, notamment avant l'émancipation, il était impossible de construire une synagogue qui était au vu où on pouvait la reconnaître de l'extérieur. Donc l'extérieur était très anodin, voire comme en Italie ou en Hongrie et surtout en Roumanie, qui était caché, mais l'intérieur était très beau. Et comme dit Bérénice dans le livre, toute la beauté appartient à l'Éternel. Donc à l'intérieur, il fallait que tout soit très beau, très minutieux, très... Je reste en France avant de partir sur les routes d'Europe. Donc Cavaillon, Carpentras, qui sont assez célèbres, n'y sont pas. En revanche, j'ai découvert des synagogues dont je n'aurais pas suspecté l'existence à Besançon. Racontez-nous pourquoi la synagogue de Besançon vous a intéressé. On est dans le Jura.
Parce que, toujours pareil, c'était des régions où économiquement les Juifs étaient très présents. Elle a été construite quand? Elle a été construite fin 19e siècle. D'accord, donc pas très ancienne. Pas très ancienne. Et c'est une synagogue qui est emblématique parce que, en effet, dans le Jura, donc c'était les nouveaux métiers, c'était l'horlogerie, c'était l'orfèvrerie. Et les Juifs étaient très présents dans ces métiers. Quand vous entrez dans la synagogue de Besançon, nous sommes dans l'Alhambra, nous sommes dans l'Alhambra de Grenade, nous sommes dans l'Alhambra de Grenade, dans le Jura. Exactement, dans les belles constructions de Cordoue. Et tous les architectes de cette époque se référaient à l'art qu'il y avait en Espagne et au Portugal. Notamment, je cite toujours l'Alhambra ou les belles constructions de Séville. C'était la mode de l'époque. C'était les tendances architecturales. Et comme les architectes ne connaissaient pas plus que ça les communautés juives, ils pensaient qu'il y avait une assimilation entre l'art mauresque et l'art juif. Donc, certains architectes pensaient que les juifs et les musulmans avaient le même art, la même orientation culturelle. Et c'est pour ça qu'on retrouve cet art dans toutes les synagogues. Et elle a aussi une belle histoire. Il y a des gens auxquels il faut rendre hommage. C'est que avant, la synagogue devait être détruite pendant la Shoah. Et il y a des notables de la ville, notamment un archevêque, un médecin et un chanoine qui se sont opposés, qui ont usé d'un stratagème pour faire ressembler la synagogue à une écurie. Et donc les Allemands n'ont pas touché à cette synagogue, alors qu'elle devait être détruite. Elle devait être complètement bombardée. Il y a une histoire très très émouvante. Non seulement ils ont évité sa destruction, vous le racontez dans le livre, mais en plus ils ont protégé les Sefer Torah. Ils les ont exfiltrés de la synagogue, ils les ont cachés jusqu'à la fin de la guerre. Écoutez, ils ont pris tous les Sefer Torah et ils les ont cachés dans l'église, qui n'était pas très loin, pendant toute la guerre. Et après la guerre, ils les ont restitués. Et jusqu'à aujourd'hui, à chaque fête, à la synagogue, il y a une prière pour ces personnes. On leur rend hommage. Très, très beau. Alors, on va quitter la France. Et j'aimerais savoir quelle est la synagogue qui vous a le plus surpris. Je sais qu'il y a beaucoup de synagogues qui vous ont plu en Italie, et notamment dans le Piémont, qui vous ont beaucoup ému. Écoutez, oui, parce que déjà le Piémont, c'est près de chez nous, et j'aurais jamais eu l'idée que l'existence des synagogues. Et d'autant plus quand j'étais en voiture et que j'allais dans les collines du Piémont, j'avais toujours en tête de me dire, mais qu'est-ce que les Juifs sont venus faire ici? Oui, parce qu'on connaît la grande synagogue de Rome. Oui, voilà, Turin, Florence, qui est superbe, qui est dans le livre également, Florence, qui est absolument superbe. Qui est magnifique, Rome, la synagogue de Rome. Et si vous voulez, et dans le Piémont, une synagogue comme Mondovì, où j'ai passé peut-être 1 heure à conduire dans les collines, en étant sûr de m'être trompé, je me dis non, il ne pouvait pas y avoir de communauté juive à cet endroit-là. Eh bien oui, j'ai trouvé une synagogue qui est très emblématique, qui est toujours pareil, c'est les synagogues du ghetto. Les synagogues italiennes, notamment les synagogues du Piémont, sont des synagogues qui sont entre le 16e, 17e, 18e siècle. Donc il y a tout l'art, le roco-barocco qui est typique à l'Italie. Et dans la synagogue de Mondovì, qui était au dernier étage d'un tout petit immeuble insalubre, délabré, et on pousse une porte et on trouve un petit bijou. Quand j'arrivais dans une synagogue, j'avais toujours l'attitude de rester dans la synagogue le temps qu'il fallait pour m'imprégner complètement de la synagogue. Donc je tournais, je fouillais, quand on me laissait, j'ouvrais des placards. Et à Mondovì, j'ai trouvé un panneau de bois qui datait du XVIe siècle. Et dans ce panneau de bois, il y avait les noms du Kahal, enfin des fidèles, avec des petits lacets en cuir. Et le jour de fête et Shabbat, quand il y avait des dons, et à la hauteur où le lacet était tiré, c'était le montant du don. Parce que pendant les fêtes et Shabbat, personne ne pouvait écrire. C'est-à-dire que plus on était généreux, plus le lacet était long. Exactement. C'est ça? Voilà. C'est drôle. Et puis il y a les noms des gens. Pour motiver les dons. Voilà. Et puis il y a le nom des gens du Kahal, comme ça, une trentaine de personnes qu'on voit très bien. Et c'était un panneau qui datait du 16e, 17e siècle. Alors maintenant, on s'enfonce dans l'Europe centrale et orientale. J'aimerais qu'on aille en Roumanie. Il y a une synagogue en particulier qui vous a beaucoup surprise.
puisqu'elle contient une prison en ces lieux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette synagogue? Alors, cette synagogue qui m'a marqué d'abord, elle m'a marqué par sa présidente. Parce que j'ai rencontré une femme remarquable, d'une volonté, Léa Borja. Et cette femme s'accroche au quotidien pour que cette synagogue perdure. Il y a quasiment plus de juifs dans ces régions, quasiment, peut-être. Il reste quelques familles qui sont extrêmement assimilées. Et dans cette synagogue, donc, la présidente m'a raconté que lors de la construction, il y avait le rabbin de la synagogue, dont j'ai oublié le nom, pardon, a tenu à ce qu'il y ait une prison, mais plutôt un cachot, et dans lesquels il retenait les juifs qui avaient un mauvais comportement. Pour ce rabbin, qui était à l'origine de cette synagogue, voulait que les juifs de la ville aient un comportement exemplaire. Donc cette synagogue, elle est fin 18e, et à l'époque, la synagogue était le centre de la communauté. Tout se passait autour de la synagogue. Donc à la synagogue se réglaient les affaires juridiques. Pour revenir à cette belle synagogue à Al-Baoulia, et donc le président, notamment, les hommes qui ne voulaient pas donner le guet à leurs femmes, bon, il n'y avait pas beaucoup de divorces, mais il y en avait, eh ben, il les retenait en prison, jusqu'à que ça passe. Ah ben, on va faire ça. Bah, écoutez, on va pour les hommes aujourd'hui. C'est une superbe idée, écoutez, même de les attacher. Et en fait, les mettre au cachot. Non, voilà. je rigole, bien sûr. Oui. Vous ne pouviez pas faire l'impasse sur l'Allemagne, évidemment. Il y a la grande synagogue de Cologne. La grande synagogue de Cologne. Qui n'est pas la plus belle. Qui n'est pas la plus belle, en effet. Mais écoutez, là aussi, il y avait un symbole. D'abord, c'est la première synagogue que j'ai faite. La toute première de mon livre. C'est une synagogue qui était assez belle à l'extérieur et emblématique parce que c'est la première synagogue qu'un pape a visitée. Et donc, je voulais garder parce que l'Allemagne est tellement représentative dans notre histoire. Qu'un pape depuis l'après-guerre. En effet, depuis l'après-guerre. Bon, après, il a visité d'autres synagogues, mais c'était la première fois qu'un pape visitait une synagogue. Il y a celle d'Augsbourg aussi. Alors, celle d'Augsbourg, c'est une synagogue magnifique, qui est la Black Synagogue, qui est toute noire et toute dorée, très difficile à photographier. J'imagine. Mais qui est somptueuse. Alors, cette synagogue d'Augsbourg, elle a deux choses particulières. La première, c'est qu'elle n'a pas été détruite parce qu'elle était mitoyenne à un dépôt de carburant. Elle n'a pas été détruite par les nazis. Par les nazis, oui. Pendant la nuit de cristal, oui. En novembre 38, le 11 novembre 38, toutes les synagogues d'Allemagne ont été détruites. Il y a eu plus de 200-300 synagogues qui ont été détruites, même en Pologne et en Autriche, évidemment. Donc, il y a quelques survivantes. Et cette synagogue d'Augsbourg, c'est une vraie survivante parce qu'elle devait être détruite et au dernier moment, il y avait le dommage collatéral et ils ne pouvaient pas. Je pense même qu'on m'a dit que pas loin habitait un dignitaire nazi, enfin dignitaire, habitait un gradé nazi, donc elle a été épargnée. Et Augsbourg est la seule ville en Europe où la communauté juive aujourd'hui est plus importante qu'avant la guerre. Voilà, il n'y a plus aujourd'hui la population de la ville. Je crois qu'il y a 1600 ou 1700 juifs aujourd'hui. Et avant la guerre, il n'y en avait peut-être même pas 1000. Donc, Les synagogues de l'exil de David Abitbol. Je ne peux que vous recommander ce merveilleux ouvrage, absolument somptueux. À l'approche des fêtes de Hanouka, vous n'aurez pas à chercher une idée de cadeau. David Abitbol, merci. Merci Hélène.